Alors voilà, grâce à la séquence introductive et grâce à la démonstration du théorème de Gauss, tu es maintenant un petit peu familier avec la notion d'intégrale de flux. Et donc, je peux aborder enfin avec toi la loi de Gauss pour le champ électrique. Alors il s'agit d'une séquence extrêmement importante, puisque la loi de Gauss constitue un des 4 grands piliers de l'électromagnétisme. Ces 4 grands piliers sont écrits ici, ce sont ces 4 équations qui à elles seules permettent de décrire effectivement tous les phénomènes électromagnétiques observables dans le monde qui nous entoure. C'est ce que j'ai voulu illustrer ici avec cette jolie lampe à plasma qui est le siège d'une multitude de phénomènes électromagnétiques, tous pouvant être décrits à partir de ces 4 équations. Alors, parmi ces 4 équations, il y a la loi de Gauss, c'est la première ici des équations. Alors tu ne la reconnais pas, il faut dire qu'elle a une tête bizarre, c'est parce que je l'ai écrite ici sous forme différentielle. J'anticipe ici un petit peu ce qu'on verra très bientôt, c'est la forme différentielle de la loi de Gauss. Comme ça, tu sais déjà qu'il y a une deuxième écriture à la loi de Gauss. Alors voilà, il ne s'agit pas de ça ici maintenant, je vais continuer à voir la loi de Gauss sous sa forme intégrale, sous forme d'une intégrale de flux, et pour ça, je vais repartir de là où on était arrivé, c'est-à-dire le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss qu'on a commencé à voir de façon très imagée, très intuitive, dans le contexte de la propagation de la lumière, on a pu, grâce à ça, avoir une bonne compréhension de ce que cette intégrale de flux et ce que veut dire ici cette égalité du théorème de Gauss. Mais voilà, dans cette séquence, je vais aborder les choses d'un point de vue plus mathématique. Et voilà, donc c'est ce point de vue que je vais te donner maintenant. Donc on va oublier l'image des particules ici pendant un temps. Voilà. Alors d'un point de vue mathématique, il faut bien comprendre tout d'abord que le théorème de Gauss concerne des fonctions mathématiques bien particulières. Il s'agit de fonctions à valeur vectorielle qui sont de nature radiale et qui évoluent en 1 sur r carré. En 1 sur r carré par rapport à un point précis de l'espace, puisque le r qui apparaît ici au dénominateur est la distance entre le point de calcul de la fonction ici et effectivement un point particulier de l'espace qui est représenté donc par cette étoile. Alors voilà, que nous dit le théorème de Gauss? Il nous dit que les fonctions mathématiques de cette forme répondent à la loi qui est ici, c'est-à-dire que l'intégrale de flux sur une surface fermée qui entoure le point particulier par rapport auquel on se réfère ici, cette intégrale de flux est égale à phi ici, phi étant simplement le coefficient qui apparaît ici au numérateur de l'expression du champ que l'on intègre. Voilà, ça c'est le théorème de Gauss, c'est son aspect mathématique que je vais considérer ici. Pourquoi? Parce qu'en physique, il y a un certain nombre de grandeurs physiques qui peuvent se décrire mathématiquement sous cette forme, qui sont donc des fonctions radiales en 1 sur r carré par rapport à un point précis de l'espace. Et tu l'as compris, c'est bien le cas, bien sûr, du champ électrique. Et c'est donc à ça que je vais venir maintenant. Je vais ici représenter le champ densité de flux, puisque c'est bien ça dont il s'agit avec la fonction f ici. C'est bien un champ vectoriel qui représente la densité de flux de particules émises par une source ponctuelle de débit phi, phi étant bien sûr le même que là. Ça, c'est ce qui est représenté ici. Et maintenant, ici, à droite, je vais représenter le champ électrique dû à une charge ponctuelle. Et voilà le champ électrique, donc dans son écriture traditionnelle. On reconnaît ici la constante de Coulomb, Kc, qui parfois est représentée comme étant K0. Donc ne t'étonne pas si tu passes de K0 à Kc en lisant des sources différentes. Voilà, moi je préfère l'écriture Kc, comme ça rappelle, c'est l'initiale de Coulomb bien entendu. Ça rappelle l'origine de cette loi, c'est une loi expérimentale qui a été observée de façon rigoureuse pour la première fois par Coulomb. Ce C permet de rappeler ce contexte historique et la nature de cette loi de champ électrique. Donc voilà, j'ai la constante de Coulomb ici, j'ai forcément la charge Q, on sait que le champ est proportionnel à la charge et on sait qu'il est inversement proportionnel à la distance qui sépare le point de calcul du champ de la charge. Et puis on a le caractère radial. On a donc bien une fonction à valeur vectorielle qui est radiale et qui évolue en 1 sur r carré par rapport à un point précis de l'espace, exactement comme ici. Et donc on voit une forte analogie, bien sûr, entre ces deux fonctions vectorielles. Et cette analogie, je vais la renforcer. Je vais la renforcer en faisant apparaître le facteur 4pi que j'ai ici au dénominateur, en le faisant apparaître ici.
Alors pour ça, je fais d'abord un petit peu de place, et puis je vais multiplier artificiellement au-dessus et en dessous par 4π, de manière à pouvoir garder l'égalité ici. Et voilà, le 4πr carré, je l'ai comme là en face, hein, et maintenant je me retrouve ici avec un numérateur, plus compliqué que là bien sûr, hein, mais voilà, c'est le produit de ces quatre grandeurs ici, est une constante, KC est une constante, 4π est une constante forcément, et Q aussi, hein, puisque la charge est supposée donnée, j'ai donc bien ici une constante. Une constante qui, pour renforcer l'analogie ici, ben, va être appelée phi Q. Phi par analogie au phi qui est là, et puis je rappelle quand même son origine, hein, Q ici rappelle tout simplement que ben, c'est une constante qui représente en quelque sorte la charge électrique. C'est une constante qui dépend de la charge électrique, elle est proportionnelle à la charge électrique qui génère le champ lui-même. Alors voilà, je vais écrire le champ électrique grâce à cette constante, voilà, 4π KCQ, qui vaut maintenant phi Q, voilà, qui est fait. Et maintenant, l'analogie, eh bien, elle apparaît tout à fait criante, hein, puisqu'il s'agit exactement de la même fonction mathématique, la même forme mathématique. La seule chose qui change, eh bien, c'est la valeur de phi. Ici, on est passé de phi à phi Q. Voilà, et donc il est évident maintenant hein, que les propriétés mathématiques de ces deux fonctions ben, seront bien entendu les mêmes. Et si cette fonction obéit à la loi de Gauss, ben, il en sera de même, bien sûr, pour le champ électrique. Hein, donc voilà, la loi de Gauss ben, nous dit que le résultat de cette intégrale ben, donne simplement phi, puisqu'ici c'est phi q, ben, j'aurai phi q comme résultat. Et ceci, tu vois que j'ai changé de notation malgré tout, hein, je rappelle que c'est bien le flux d'un champ électrique hein, qu'on calcule, flux du champ électrique sur la surface fermée, c'est donné par cette expression mathématique, et ça vaut phi q d'après le théorème de Gauss. Alors avant de continuer, je voudrais ici insister sur le caractère remarquable hein, du théorème de Gauss. Hein, si je remplace f ici par son expression qui est ici, ben, on va tomber sur une intégrale qui aura une certaine complexité. Hein, le produit scalaire que je vais avoir entre 1r et ds ici, ben, le voilà. Ben, va forcément dépendre de l'orientation de ces vecteurs, et si ma surface est de forme quelconque, ben, cette orientation n'est pas nécessairement la même. Hein. J'ai un angle θ ici qui apparaît en toute généralité entre le vecteur 1r et le vecteur ds. Et donc ce produit scalaire va faire apparaître le cosinus de cet angle. Puisque la norme de 1r est unitaire, ben j'aurai juste cosinus de θ fois ds. Hein, c'est ça que j'ai ici, avec un θ qui va forcément dépendre ben, du ds que je choisis ici. Comme je dois prendre tous les ds dans cette somme, eh bien j'aurai, à chaque fois, pour chaque ds, j'aurai des θ différents. Et les r qui sont ici, eux aussi, sont tous différents. La distance hein, que j'ai entre la petite surface que je dois considérer ici dans la somme et la source ici, ben, ce sont des distances qui sont toutes différentes en fonction du point où je me trouve sur la surface. Bref, on a ici une intégrale qui est très complexe, hein, qui me demanderait en fait un ordinateur pour être calculée. Et ce que montre le théorème de Gauss, eh bien, c'est que cette intégrale vaut tout simplement le phi qui est ici, en facteur ici du cosinus. Voilà, c'est le résultat de Gauss. Il faut bien comprendre que le résultat de Gauss, ben, il est loin d'être évident en réalité. Je peux l'écrire donc aussi, je peux écrire la même intégrale ici pour le champ électrique. Voilà, alors puisque cette intégrale me donnait tout simplement le phi qui est là, ben, il en sera de même ici pour le champ électrique. Le flux du champ électrique sur la surface fermée ben, sera tout simplement donné par phi q. C'est bien ça que nous dit le théorème de Gauss. Et on voit donc que le théorème de Gauss, ben, effectivement, n'est pas du tout évident. Hein, c'est assez particulier, cette intégrale complexe ici, donne ce phi q ici, quelle que soit la forme de la surface. Hein, c'est tout à fait remarquable, et on voit hein, que ce résultat, effectivement, n'est pas trivial, et qu'il a donc bien fallu à Gauss une approche mathématique rigoureuse hein, pour le démontrer. Voilà, donc on arrive ici donc, à un certain résultat en termes d'un flux qui va nous permettre hein, d'interpréter ce qu'on appelle une intégrale de flux de champ électrique. Il faut reconnaître que ceci est une grandeur physique plutôt bizarre. Quand on parlait d'intégrale de flux pour des particules, on savait que ça représentait un débit de particules. Ici, on perd a priori cette interprétation. Mais l'analogie que j'ai établie ici entre les deux nous permet de voir le champ électrique en fait comme une densité de flux de particules. C'est comme ça qu'on peut le visualiser, c'est comme ça qu'on peut le voir, et ça nous aidera bien sûr ici à comprendre, à maîtriser en tout cas le théorème de Gauss. Et donc ce phi q ici, ben, je vais un petit peu le prendre au pied de la lettre. Je vais
interpréter le champ électrique comme si c'était une densité de flux de particules émise par une source de particules de débit phi q. Hein, c'est ce que je vais représenter ici, et voilà les petites particules qui s'en vont pour donner un certain débit de particules au travers de cette surface fermée ici, hein, qui est représentée donc par cette intégrale. Cette intégrale, qui est le flux du champ électrique, dans cette vision des choses, eh bien, ne fait rien d'autre que représenter le flux de ces petites particules abstraites que je viens d'imaginer, qui traversent donc cette surface. Et le débit des particules au travers de cette surface, qui est égal au débit des particules de la source elle-même, représentant la charge électrique au travers de cette égalité. Voilà, cette vision des choses, voilà, elle paraît un petit peu forcée ici par cette analogie, mais en réalité, elle est beaucoup plus proche de la réalité scientifique que tu pourrais le croire. Les scientifiques parlent effectivement de photons virtuels pour décrire le champ électrique. Les photons réels sont ici, ceux-ci, on va les appeler les photons virtuels. Les scientifiques des temps modernes, les scientifiques qui ont travaillé sur la théorie quantique des champs, eh bien, décrivent le champ électrique en termes de photons virtuels. Donc, la vision qu'on en dégage ici, avec cette analogie, n'est pas éloignée de la réalité scientifique. Voilà, on les appelle les photons virtuels, ceux-ci, parce que voilà, ils ne représentent pas les photons habituels qu'on a ici avec la lumière. On appelle cela, alors par opposition, des photons réels, qu'on peut voir, qu'on peut détecter, etc., etc. Donc voilà, c'est ici que va s'arrêter mon commentaire ici sur les photons virtuels. On va juste le prendre ici comme étant une aide à la compréhension de cette intégrale abstraite, l'intégrale de flux du champ électrique. Donc voilà, cette vision des choses, elle est très commode parce qu'effectivement, on va pouvoir facilement interpréter les choses. Par exemple, si je considère maintenant la source comme étant extérieure à la surface, eh bien on sait qu'on va obtenir 0 ici. 0 pourquoi? Parce que si je visualise cette charge comme étant une source de particules virtuelles, eh bien ces particules, qui sont des photons, avancent à la vitesse de la lumière et ne s'arrêtent jamais ici à l'intérieur, ne s'accumulent pas. Et donc j'aurai ici un flux entrant qui sera égal au flux sortant, et ça me donnera donc un flux net nul au travers de la surface qui n'entoure plus la source cette fois-ci. J'aurai bien un 0, tout comme je l'avais ici, bien sûr, avec les photons. Alors ici, je le fais de manière imagée, j'explique ce 0 comme étant le résultat d'un flux net nul, mais rappelle-toi qu'on a démontré ça, on a effectivement démontré que les fonctions de cette forme mathématique-là avaient une propriété mathématique bien particulière qu'on appelle la divergence nulle, qui est précisément cette propriété-là, cette fonction intégrée sur une surface fermée qui ne contient pas la source, eh bien, donnera toujours 0. Et il en sera de même donc, du champ électrique. Ceci peut être démontré comme on l'a fait donc, dans la séquence consacrée à la démonstration du théorème de Gauss. Donc voilà, la vision des choses en termes de flux de particules, eh bien, elle est très commode pour interpréter la loi de Gauss pour le champ électrique. Maintenant que ceci a été vu, je vais repasser à la vision réelle de quoi on s'occupe ici. On s'occupe de champ électrique et de charge électrique, pas de particules, et donc je vais repasser ici du flux à la charge électrique. C'est bien ça qu'on fait, parce que, bien sûr, le théorème de Gauss pour le champ électrique, c'est écrit avec la charge électrique et non pas avec un débit abstrait de particules. Et donc je vais remplacer le débit ici par ce qu'il vaut en fonction de Q. Et je vois qu'il vaut 4pi kc Q. 4pi kc Q, ce sera donc ici le second membre de la loi de Gauss pour le champ électrique. Et c'est ici qu'intervient un scientifique britannique du nom de Oliver Heaviside. Alors, Oliver Heaviside est un scientifique tout à fait exceptionnel et complètement hors norme. On peut le qualifier de cow-boy des mathématiques et de dandy de la physique. Alors, pourquoi cow-boy des mathématiques? Eh bien, parce que Heaviside avait en fait quitté l'école à 16 ans. Il n'a pas eu une formation mathématique très poussée. Et malgré ça, il a travaillé de lui-même dans le domaine de la physique, plus précisément de l'électromagnétisme, qui était une théorie assez jeune à l'époque.
Il s'est intéressé à l'électromagnétisme de façon tellement approfondie qu'il a développé des outils mathématiques pour décrire les systèmes qui étaient développés à l'époque et qui étaient basés sur l'électromagnétisme. C'était essentiellement des systèmes de télécommunication. Et tous les outils mathématiques qu'il a développés, il les a développés avec un manque de rigueur qui était très fort décrié par les mathématiciens. Les mathématiciens ne voulaient pas croire à ces résultats tellement il manquait de rigueur. Mais en réalité, les quelques mathématiciens qui ont vérifié ces résultats ont vu qu'ils étaient exacts. Et grâce à ça, en fait, Oliver Everside a fourni au monde scientifique à l'époque des outils mathématiques extrêmement utiles et efficace. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Alors on dit aussi qu'il est le dandy de la physique. Pourquoi? Parce que c'était un esthète, il faisait très attention à son apparence, il était toujours très très élégant. Et en fait, cette élégance, cette recherche de l'élégance, il l'a trouvée aussi dans la physique. Quand il faisait ses développements mathématiques, il cherchait toujours à simplifier les formes mathématiques et à les rendre le plus élégants possible. Et c'est ce qu'il a fait avec la loi de Gauss. La loi de Gauss, ici pour le champ électrique, qui n'est effectivement pas très jolie. 4pi KCQ, c'est une écriture qui n'est pas très jolie. Alors pour remédier à ça, il a introduit une nouvelle constante fondamentale, qui dépend ici, qui est une fonction de la constante de Coulomb. C'est 1 sur 4pi KC. Voilà, cette constante ici, il l'a appelée donc epsilon 0, et epsilon 0, c'est ce qu'il a appelé la permittivité du vide. Alors la permittivité du vide, un bien drôle de terme, on se demande pourquoi il a donné ce nom-là. Alors c'est malheureusement trop difficile à expliquer. Il a donné ce nom-là dans ses études sur la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Et en fait, la permittivité, pour lui, représentait en quelque sorte l'élasticité du vide. Alors ça ne veut pas dire grand-chose dans ton esprit, mais c'est ce qui lui permettait d'expliquer pourquoi les ondes se propagent dans le vide. C'est parce que le vide a une certaine élasticité, tout comme l'air a une certaine élasticité pour transporter les ondes acoustiques. Mais bref, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. On va juste ici regarder l'aspect écriture, qu'est-ce que ça va donner comme écriture de passer de KC à epsilon 0. Et pour ça, donc, je vais ici montrer ce que vaut le 4pi KC qui est ici. Je vais mettre 4pi KC là et epsilon 0 de l'autre côté. On voit tout de suite que 4pi KC, qui est la constante qui apparaît ici, vaut 1 sur epsilon 0. C'est une évidence. Donc voilà, ceci va transformer l'écriture ici de ce flux abstrait ici, phi q, qui va devenir donc q sur epsilon 0, puisque 4pi KC, ça vaut 1 sur epsilon 0. Voilà, alors on pourra changer l'écriture aussi ici, et ça, c'est l'écriture moderne de la loi de Gauss pour le champ électrique, avec l'image de Gauss, comme si il vivait au temps moderne, il aurait dû ressembler un petit peu à ça, j'imagine. Donc voilà, ceci c'est la loi de Gauss, sous sa forme moderne, et voilà, tous les scientifiques ont adopté cette proposition de Everside d'utiliser epsilon 0 plutôt que KC. Alors c'est une nouvelle constante qu'il faudra que tu apprennes. Qu'est-ce qu'elle vaut cette constante? Pour ça je vais refaire passer epsilon 0 de l'autre côté pour en avoir la définition d'origine. C'est 1 sur 4pi KC, ce epsilon 0. Et comme KC vaut à peu près 9 10 exposant 9 newtons mètre carré par coulomb carré, tu peux prendre ta calculette et vérifier que epsilon 0 vaut à peu près 8,85 10-12 coulomb carré par newton mètre carré. Alors on peut regarder ces unités ici, on va s'arrêter un petit peu sur les unités, c'est toujours important, les unités. On va voir si c'est bien cohérent. Est-ce que j'ai bien ça comme unité pour epsilon 0? Oui, forcément. E fois ds, c'est des newtons par coulomb en termes d'unité. Newton par coulomb fois des mètres carrés. Ce sont les unités de cette première intégrale-ci, c'est l'intégrale de flux, intégrale de surface du champ électrique. Le champ électrique fois une surface, c'est bien logique, qui est égal à des coulomb divisé par les unités de epsilon 0. Alors si je mets ces unités dans le membre de gauche ici, ceci va descendre dans le membre de droite, et je vois effectivement des coulombs au carré, parce que ces coulombs ici vont remonter là, ce sont bien des coulombs au carré, sur des newtons mètre carré, c'est bien correct. On a bien ici les unités de la permittivité du vide. Voilà, alors cette permittivité du vide sera également utilisée pour les autres grandeurs qui vont apparaître en électromagnétisme. Ici, par exemple, pour le champ électrique, on ne va pas conserver l'écriture avec KC ici, on va passer à
l'écriture de KC en termes de epsilon 0. Alors pour ça, je vais monter le KC d'un côté, le epsilon 0 va descendre, et voilà, je vois tout simplement que KC vaut 1 sur 4 pi epsilon 0. Et donc je vais remplacer KC par 1 sur 4 pi epsilon 0. J'ai donc le champ électrique qui sera donné par Q sur 4 pi epsilon 0 r carré 1R. Ce sera l'écriture donc du champ coulombien, du champ électrique dû à une charge Q ponctuelle. Voilà. C'est la forme moderne de la loi de Coulomb, en quelque sorte, avec de nouveau ici Coulomb en personnage moderne. Voilà. Alors, il se fait que la loi de Gauss et la loi de Coulomb sont équivalentes. Elles sont équivalentes, on l'a démontré, ça, d'une certaine manière. On l'a vu quand on a démontré la loi de Gauss. On a vu que toutes les fonctions qui obéissaient à la loi de Gauss ont la forme radiale en 1 sur r carré, comme écrite ici. Et de même, on a démontré le théorème de Gauss, c'est-à-dire qu'on a montré que ces fonctions radiales en 1 sur r carré obéissaient à la loi de Gauss, tout simplement. Avec comme valeur pour cette intégrale, Q sur epsilon 0, qui est ici le Q sur epsilon 0, qui remplace le phi Q qu'on avait au départ. Donc voilà, a priori Gauss et Coulomb, ce sont les mêmes lois, mais en fait ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai dès qu'on sort du cadre de l'électrostatique. L'électrostatique, dans le contexte de l'électrostatique, les charges sont fixes. Si maintenant je me mets à bouger une charge, je ne suis plus en électrostatique, je suis dans le domaine de l'électrodynamique, on pourrait dire. Voilà, mais si je bouge cette charge, le champ ici électrique ne va pas bouger instantanément. Il lui faut un certain temps pour bouger. C'est le temps de propagation d'ailleurs des photons virtuels, si je reprends l'image des photons virtuels pour décrire le champ électrique. Eh bien, quelque part, c'est vrai. Il faut attendre que les photons virtuels émis par cette charge se propagent jusque-là pour commencer à changer le champ. Et donc, il va y avoir un certain retard. Tu vas voir, je vais agiter la charge ici, et tu vas voir que le champ ne va pas réagir tout de suite. Et du fait qu'il ne réagit pas tout de suite, le champ n'est plus radial, comme tu vois ici. Le champ n'est plus dans l'axe qui se situe entre la charge et le point de calcul. Et donc, la loi de Coulomb, en fait, n'est pas valable. Dès que la charge se met à bouger, la loi de Coulomb n'est plus valable. Par contre, la loi de Gauss, elle, reste valable. On peut montrer que la loi de Gauss, elle est valable, même dans le cas où les charges bougent. Et donc cette équivalence, ici, elle est toute relative, mais c'est pour te montrer l'importance de Gauss. La loi de Gauss est en réalité plus importante que la loi de Coulomb parce qu'elle est valable en toutes circonstances. Voilà. C'est de là que vient ce rôle primordial de la loi de Gauss en électromagnétisme. Donc voilà, maintenant je vais généraliser en passant aux charges négatives. On n'a pas encore parlé des charges négatives. Alors on sait que pour les charges négatives, le champ va vers ces charges. Si la charge Q ici est négative, eh bien effectivement le champ pointe vers cette charge. Alors voilà, ceci c'est le champ électrique. Alors j'ai encore écrit le champ KC. Non, je vais ici passer à l'écriture proposée par Heaviside, c'est-à-dire que je vais écrire KC comme étant égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Et là j'aurai l'écriture moderne de la loi de Coulomb. Voilà, alors maintenant je peux m'occuper de l'intégrale de flux, de ce champ sur une surface fermée, mais pour ça j'aimerais bien d'abord indiquer que la charge est négative. Tu es d'accord qu'ici on ne voit pas que la charge est négative. Pour indiquer qu'une charge est négative, eh bien, je vais écrire Q, qui est un nombre négatif, comme étant moins sa valeur absolue. Ça, c'est la propriété des nombres négatifs, c'est qu'ils sont égaux à moins leur valeur absolue. C'est ce que je vais écrire ici. Comme ça, je vois maintenant clairement qu'il s'agit d'un champ, d'une charge négative. Et je vais l'écrire ici aussi. Q, c'est en fait moins la valeur absolue de Q. Voilà, je l'écris. Et maintenant, on voit bien qu'il s'agit d'un champ qui va comme moins 1R, c'est-à-dire qui pointe bien vers la charge elle-même. Alors voilà, maintenant on va considérer le flux de ce champ électrique. Un champ électrique qui va vers la charge, ça veut dire que le flux va être particulier ici, puisque si je fais apparaître les ds ici, je vois que l'angle entre E et ds est systématiquement plus grand que pi sur 2. Ça veut dire que le cosinus qui se cache dans le produit scalaire ici sera bien négatif. Et donc je m'attends à avoir un flux du champ électrique ici sur cette surface fermée qui soit bien sûr négatif. Alors comment le calculer ? Pour le calculer, je fais apparaître ici le champ qui serait dû à la même charge, mais de signe positif. J'enlève le signe moins ici, et je verrai donc apparaître ce champ-là, Q sur 4 pi epsilon 0 r carré, avec une valeur positive ici, puisque j'ai gardé les valeurs absolues.
Dans ce cas-là, je peux dire forcément que le champ E qui est ici, c'est moins ce champ E+, qui est là. Je peux donc dire que E vaut moins Q sur 4 pi epsilon 0 r carré 1r. Et donc voilà, je vais remplacer le champ en cette intégrale par moins le champ que j'aurais si la charge était positive. Ok, voilà, alors je vais l'écrire, je vais écrire ceci, voilà, je remplace E par moins E+, voilà, moins E+. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les charges positives, je les ai déjà traitées. Je sais bien que cette intégrale, elle vaut Q sur epsilon 0. Q valant la charge sans son signe, puisque c'est bien la signification de E+. C'est le champ qui est dû à la charge positive que j'aurai en prenant seulement les valeurs absolues. Donc voilà, j'ai ici l'application du théorème de Gauss pour une charge positive. Alors je peux profiter de ça ici, bien entendu. Voilà, je vais écrire le résultat. Ce sera donc moins l'intégrale qui est ici, qui vaut Q sur epsilon 0. Et ce moins Q, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la charge elle-même, que je peux réécrire comme au départ, comme étant tout simplement Q. Voilà, je vais le faire ici également, c'est tout simplement Q. Tout ça pour arriver à dire qu'il n'y a rien qu'à changer. La loi de Gauss vaut pour les charges négatives comme pour les charges positives. On ne doit pas se préoccuper du signe de la charge ici. Le résultat sera toujours bon. On a donc généralisé la loi de Gauss à des charges négatives. Et c'est tout simple, il n'y avait rien à faire. Voilà. Voilà, maintenant je vais passer à une généralisation qui consiste à multiplier le nombre de charges à l'intérieur de la surface. J'en prends d'abord deux. J'ai deux charges, Q1, Q2. Alors chacune émet son champ bien sûr, Q1 émet le champ E1, Q2 émet le champ E2, et quand elles sont toutes deux présentes, elles génèrent le champ E1 plus E2, qui me donne donc la construction du parallélogramme ici. C'est la somme vectorielle de E1 et de E2. Et c'est donc ça que je dois considérer dans le théorème de Gauss cette fois-ci. L'intégrale de flux ici contient ces deux champs E1 plus E2. Alors il est clair qu'ici j'ai une somme sur une somme de deux grandeurs. Il est clair que l'intégrale peut être distribuée à l'intérieur de cette parenthèse ici. Je peux très bien considérer la somme sur E1 et la somme sur E2 individuellement. C'est ce que je vais faire ici tout de suite. Voilà, la somme ici, qu'est-ce que c'est? C'est le flux du champ électrique qui est dû à la charge 1 uniquement. C'est ce que je vais faire. Je vais ignorer la charge Q2 pour le moment. J'ai juste Q1 avec un champ E1. Et ça, je sais que cette intégrale de flux va me donner la valeur de la charge que j'ai ici, divisée par epsilon 0. C'était le résultat ici de la loi de Gauss pour le champ électrique. Et donc je vais écrire ceci, cette intégrale, c'est Q1 sur epsilon 0. Et forcément, il en est de même pour la deuxième intégrale qui, elle, ne concerne que le champ E2, c'est-à-dire le champ dû à la charge Q2. Et donc, je reprends la loi de Gauss qui me dit que cette intégrale vaut Q2 sur epsilon 0. Et maintenant, je vois la somme ici, c'est bien une somme que j'ai, c'est Q1 plus Q2 sur epsilon 0, le résultat que j'obtiens. Voilà. Et bien sûr, on peut généraliser ce résultat à un nombre quelconque de charges ici à l'intérieur de la surface. Je vais de 1 à 2, 3 jusqu'à grand N. J'ai grand N charges, je vais pouvoir remplacer le champ ici par la somme de tous les champs dus aux charges prises individuellement. C'est le principe de superposition du champ électrique. Et donc je vais y remplacer ici, il n'y a plus deux champs, il y en a plus, il y en a N. J'ai donc une somme ici sur grand N champs. L'intégrale de la somme ici peut être vue comme la somme des intégrales, bien entendu, ce que j'écris ici. Et bien sûr, ici, je retrouve l'intégrale des champs dus aux charges prises individuellement. Le champ E1, par exemple, correspondra uniquement à la charge Q1. Et donc, j'aurai comme résultat pour cette intégrale-ci, juste la charge Qn divisée par epsilon 0. Et donc, j'aurai la somme des Qn divisée par epsilon 0. C'est très facile, c'est la généralisation de ce résultat-ci. Voilà, c'est comme ça que je vais donc généraliser la loi de Gauss ici. C'est la somme des charges que l'on voit ici à l'intérieur de la surface, divisée par epsilon 0, cette grandeur et la valeur de cette intégrale de flux du champ électrique sur la surface fermée qui enferme toutes ces charges. Alors je parle de charge enfermée, clairement, parce que si je prends une charge extérieure, cette charge extérieure va forcément modifier le champ, puisque cette charge génère un champ. Voilà, donc ce champ-ci va changer, clairement, je dois le rajouter ici, voilà, il va changer. Le champ n'est plus ce qu'il était avant, parce que j'ai rajouté une charge. Et donc je dois tenir compte de ce champ dans la somme que je fais ici, je dois rajouter ce champ dû à la charge extérieure d'indice M ici. M va me permettre de compter les charges extérieures. Voilà, je mets ici
le champ qui est dû à cette charge extérieure, comme je viens de le rajouter ici, je le rajoute bien sûr là. Alors l'intégrale peut forcément être distribuée dans le signe somme, mais également ici, derrière cette somme, derrière le signe plus ici, je peux venir mettre l'intégrale, et j'aurai donc intégrale ici de EM ds. Mais ça, on sait bien que c'est nul, puisque la charge est extérieure, on sait que le flux qu'elle génère sur cette surface, qui ne contient donc plus la charge, est bien nul. Et donc ici, je rajoute juste 0, je ne change rien au résultat. Et donc voilà, je vais comme ça obtenir le théorème de Gauss sous sa forme, peut-être pas finale, parce qu'il y aura encore d'autres formes, on les verra, mais en tout cas sous une forme définitive, en tout cas quand on traite ici de charges discrètes. Voilà, sa forme définitive, ça va consister à dire quoi? Ça va consister à dire que l'intégrale de flux du champ électrique sur une surface fermée sera donnée par la somme des charges enfermées par cette surface divisée par epsilon 0. C'est ce qu'on va appeler les charges intérieures, comme je le mets ici, INT pour intérieur. Il n'y a que les charges intérieures à la surface qui comptent dans l'expression de cette intégrale de flux du champ électrique. Et ça, c'est la forme du théorème de Gauss à laquelle je voulais arriver ici pour le champ électrique. C'est la loi donc de Gauss, dont l'énoncé est très simple. L'intégrale de flux d'un champ électrique sur une surface fermée est donnée par la somme des charges que contient cette surface divisée par epsilon 0. Voilà, c'est ici que cette séquence se termine. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.